qui je suis. Une personne tout à fait ordinaire, qui descend juste d'une génération de cinéphiles, d'exploitants, troisième génération des propriétaires du Rex. Et depuis 2010, j'ai la chance de travailler dans ce magnifique cinéma. Donc j'avais une femme responsable du bar, qui d'ailleurs est toujours dans les parages aujourd'hui, j'avais 5 ans quand je l'ai connue, qui s'appelle Maria. On me mettait dans une salle, je regardais le film, et elle venait me chercher, puis elle me mettait dans une autre salle, et puis je faisais toutes les salles comme ça la journée. Donc je voyais tous les films sur une journée, ou parfois on m'oubliait, je voyais le même film 4 fois de suite. Mais ça m'a permis de sentir déjà les cinéphiles, comment ils réagissaient dans des salles. Et puis c'est comme ça que j'ai aimé, on va dire, le cinéma populaire américain, puisque ça a été toujours le cinéma qui a été le cinéma premier au Grand Rex. Ça a toujours été un cinéma populaire, blockbuster américain. Donc c'est ce que j'aime aujourd'hui. Voilà. Je venais souvent au Grand Rex et puis la fierté de ramener les copains, de passer devant tout le monde. Voilà, c'est des trucs de gamins adolescents. Mais on s'en rend compte sans s'en rendre compte, en fait. C'est diffus, on sait que c'est dans la famille, on sait que c'est important, on sait que c'est un héritage familial, mais c'est pas acquis. C'était ces anciennes générations, on disait toujours quand tu seras grand, tu reprendras le business de ton père. Ce que j'ai fait, mais c'est pas ce que je voulais faire en premier. Moi, ma passion, c'est le sport. Je voulais être snowboarder professionnel. J'étais parti à 18 ans après le bac faire que ça, et j'ai tenté ma chance, mais je me suis cassé tout le corps à faire cette passion. Après de nombreux accidents, je suis revenu faire mes études supérieures et puis faire ma voie tout seul, surtout loin de mon père, qui était un patron à l'ancienne, une personne à qui difficile de parler, et qui avait vraiment une grande autorité. Donc après avoir fait mon petit chemin dans le monde du DVD chez Columbia, Sony à l'époque, puis après une société où j'étais responsable commercial de player qui vendait les musiques dans les grandes chaînes de magasins, on a décidé de travailler ensemble vers 2007. Et une fois que je suis arrivé ici, dans l'exploitation, où j'ai vu tout le potentiel qu'il y avait à faire, où là tout de suite ça a été la première fois que j'ai aimé un travail en fait. Et là depuis 2007, je me suis bien amusé. Le plus grand moment, c'était l'avant-première de This Is It, le film documentaire sur Michael Jackson. On est en 2009. Et je me bats avec Sony déjà pour faire l'avant-première. Sony me dit laisse tomber, c'est un documentaire sur Michael Jackson, sur sa dernière tournée, ça n'intéressera personne. Mon père me dit la même chose. Et je me bats, et je me bats, je me bats. Je réussis à avoir l'avant-première. On fait une ouverture, à l'époque, on est en 2009, Internet n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui, les réservations, tout. Donc je dis, je ne sais pas combien de temps avant, peut-être un mois avant, ouverture des réservations le samedi temps au Grand Rex sur place. Et là, vous avez une file d'attente qui fait le tour du quartier. J'ai les gens de Sony qui viennent voir, qui se disent « Wow, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe ?» Donc complet tout de suite, l'avant-première. Je veux faire un show en plus, je vois que les gens ils dansent dans la rue, des danseurs assez expérimentés. Je me dis tiens, je vais créer un show pour l'avant-première. Comme ça, pendant que les gens rentrent, il y aura un pré-show où je veux que les danseurs ils dansent synchro avec les clips qu'on va remettre sur le grand écran pour mettre l'ambiance. Donc je m'embête à créer tout ça, ça me prend des temps fous, des nuits blanches. Arrive le matin de la sortie, l'avant-première, il y avait déjà les gens qui dormaient dans la rue. C'est-à-dire que ça n'existe jamais. Ça, c'est comme un concert, comme si Michael Jackson était là. Les gens dormaient tout le long du Rex, toute la nuit, pour être à 7 h du matin les premiers à rentrer. BFM TV, tous les médias sont là. Et le matin, il y avait 115 médias qui étaient au Grand Rex. 115 pour
Donner un ordre d'idée, quand vous avez dernièrement les plus grandes stars de cinéma comme The Rock ou Leonardo DiCaprio qui viennent au Rex pour les avant-premières, vous devez avoir 30 médias. Là, il y en a 115. Ce qui a fait qu'on a fait 25% pendant l'exploitation du film, quand il est sorti, on faisait 25% des entrées de l'Île-de-France au Grand Rex. Ce qui n'existe jamais. Donc là, je me dis, j'ai réussi un coup quand même. Je vais dire, je l'ai fait tout seul, contre l'avis de tous. Et mon père me convoque dans ce bureau ici, qui était modifié. Son bureau, c'était celui-là. Et là, son discours, c'est je te sens pas en ce moment. Je sens que tu n'as pas envie de travailler. Ben là, je suis parti de ce bureau. Et j'en ai encore des émotions. Hein. Je suis parti à côté, voir mon directeur général. Et là, je me suis effondré. Et de vous le raconter aussi comme ça, bah, ça me rappelle toutes ces émotions, en fait. Et ça a été toutes les dernières années, voilà, les derniers moments avec mon père. Et ma question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce que j'aurais fait s'il était encore vivant aujourd'hui? C'est ma question que je me poserai jusqu'à la fin de ma vie. S'il n'avait pas eu cette maladie, s'il travaillait toujours là, s'il n'avait pas cru en moi, qu'est-ce que je ferais comme travail aujourd'hui? C'est ce qui me hantera jusqu'à la fin de ma vie. Il voulait faire un LBO, tout un montage financier où comme aujourd'hui on est propriétaire des murs, il avait réussi donc en tant que propriétaire on peut se reverser les loyers, donc il préparait toute sa retraite comme ça, très intelligemment, c'est normal, tout le monde a le droit à une très bonne retraite quand on a travaillé toute sa vie. Et c'était qui va exploiter le Rex pour qu'il soit le mieux exploité. Et je sais que dans ces schémas, j'étais pas dedans. Je suis pas dedans, mais d'un autre côté, avec du recul, je peux le comprendre. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai passé ma vie à faire du sport, à rêvasser, à faire ma petite vie. J'étais plus intéressé, comme tous les garçons de mon âge, en train de faire du sport, aller voir les filles. Et comme je vous dis, quand vous mettez à la place d'un père qui a non seulement le Rex, qui a construit UGC, actionnaire principal du GC, et vous voyez un fils qui veut faire du snowboard et qui sort avec plein de filles, vous dites, bon, bah, j'ai pas fait Bill Gates, quoi. Donc, est-ce qu'il a les épaules, est-ce qu'il a la stature pour suivre cette destinée? Il me laisse les clés, oui. Est-ce qu'il me les a laissées les clés parce qu'il n'a pas eu le temps de les laisser à quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'il me les a laissées je ne saurais jamais. Je ne saurais jamais. Mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, depuis 2010, je suis très bien ici. Je pense avoir trouvé ma voie. Et en tout cas, le Rex ne va que mieux depuis toutes ces années. Donc ça va. Pour l'instant, j'en suis assez fier. Mon objectif numéro 1 était de récupérer toutes les avant-premières qui étaient à l'époque, si vous vous rappelez, 10 ans en arrière, c'était sur les Champs-Élysées. On parlait toujours des Champs-Élysées, les avant-premières, tapis rouge sur les Champs-Élysées, les Américains, ils viennent en France, Champs-Élysées, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi une salle aussi grande, aussi importante, qui avait tout à offrir de mieux, à part de être sur les Champs-Élysées, on n'avait pas plus d'avant-première. Donc je me suis battu corps et âme, conflit ou pas, c'était mon objectif, c'était que toutes les avant-premières viennent ici. C'est l'année 2012, il n'y a qu'une avant-première de film important qu'on n'a pas eu au Grand Rex. Une seule sur toute l'année. C'était le James Bond. Un des plus beaux souvenirs, c'était l'avant-première du dernier Harry Potter. L'avant-première française était au POBC de Bercy. Toute la Warner fait venir les fans, 10 000 personnes au POBC de Bercy. Et moi, entre-temps, sans que personne ne le sache, nous on faisait ici le marathon Harry Potter, avec bien sûr l'avant-première à 1 heure de différence du POBC de Bercy. L'avant-première. Donc pendant 2 jours, les fans sont enfermés. On reçoit des lettres et des lettres, des mails, s'il vous plaît, faites venir les acteurs, c'est le dernier, je vous en supplie. Enfin, toutes les fans déchaînés. Et on dit rien. Et en fait, j'avais réussi à dealer avec la Warner que
une fois qu'au POBC de Bercy, c'était terminé, les acteurs venaient ici. Ils arrivent ici, cachés dans le hall. On avait repris une lettre d'une fan qui avait mis toute son âme dans sa lettre pour nous supplier de faire venir les acteurs. On l'a fait venir sur scène. Et là, on relit sa lettre. Et ils comprennent dans la salle qu'il se passe quelque chose. Les acteurs rentrent dans la salle et il y a une telle euphorie du public que les acteurs doivent se boucher les oreilles. Ils n'ont pas pu parler, je pense, pendant 5 minutes, tellement ça criait de partout. Et j'ai vu le regard du patron de la Warner, qui 1 heure avant était au POBC de Bercy, dans cet immense stade, très froid, qui a vu la différence dans une salle plus petite, enfin gigantesque, parce que c'est la plus grande salle de cinéma au monde aujourd'hui, mais plus petite, puisqu'ils étaient 10 000 contre 2700. Et là, il a compris que l'ambiance qu'il y avait au Rex dans les avant-premières, la communication et la communion entre le public était tellement forte que il n'y a que cette salle pour faire vivre des émotions comme ça. Bon, moi, je viens pas travailler quand je viens ici. Je viens, entre guillemets, m'amuser, me faire plaisir, me vendre du rêve à moi-même et à la communauté qui suit et qui vivent les mêmes expériences. Mais je suis le premier, quand il y a une avant-première, à me faufiler, à rester, à faire des trucs de manga parce que j'adore. En tant qu'adolescent, je regardais Dragon Ball, alors je suis le premier à demander les sorties de Dragon Ball. Et puis oui, ça marche derrière. En fait, je me fais plaisir tous les jours. Mais ma fille, oui, c'est ce côté princesse, qu'elle a le droit des privilèges. Mais je lui explique, je lui dis oui, c'est le cinéma de papa, c'est là où il travaille, c'est là où on fait ci, tu vois, là la Féerie des Eaux, c'est moi qui l'ai fait, etc. Mais elle est encore beaucoup trop jeune, elle n'a pas encore cette maturité pour réaliser ces choses-là. Je la laisse vivre, il faut laisser vivre. Il y a assez d'enfants dans notre famille, entre ma sœur qui en a 3, moi qui en ai 2, il y en aura bien un qui voudra prendre les rênes, mais je ne pousserai jamais quelqu'un à prendre les rênes, puisque moi, c'est pas ce que je voulais au départ. Mais je verrai lequel a une passion, a la passion du lieu, et voudra vraiment y travailler, sans jamais le pousser. C'est vrai que ça sera triste que ça appartienne à quelqu'un d'autre que la famille Hellman. Mais ma vocation, c'est que les gens rêvent en venant ici. Voilà.